Ravi de vous retrouver dans Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un écrivain. Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, de la poésie, du théâtre, des poésies, des nouvelles et bien sûr l'Anomalie, prix Goncourt 2020. Hervé Letellier est mon invité dans Lumière intérieure. Merci d'être avec nous. Bonjour. Monsieur Letellier, 4 ans après l'Anomalie, pour nous présenter votre dernier ouvrage qui paraît dans quelques jours, le 18 avril. Le nom sur le mur chez Gallimard, c'est l'histoire d'un jeune maquisard, d'un jeune résistant, André Chay, dont vous nous racontez le parcours, un inconnu en fait. C'est un soldat inconnu lui aussi. Oui. Pourquoi ce choix, 4 ans après ? Le livre s'appelle Le nom sur le mur, et c'est le nom sur le mur de ma maison. Je me suis rendu compte justement pendant le confinement, en 2020, au moment où mon livre faisait les allers-retours de correction entre la maison justement et les correcteurs de Gallimard avec des coursiers. On portait tous des masques. Et en revenant de la boulangerie, j'ai vu que le nom qui était gravé sur le mur, André Chay, se trouvait aussi sur le monument aux morts, avec marqué 1924-1944. J'étais sur un autre projet de livre que j'ai interrompu pour écrire un livre à l'occasion du centenaire de sa naissance. Alors vous avez raison, c'est un inconnu. C'est ce qui me touchait en fait, c'est l'idée de pouvoir raconter l'histoire d'un homme et la petite histoire de la Drôme pendant l'occupation et en même temps la grande histoire d'un conflit mondial à travers le prisme de la vie d'un homme. Un homme qui part s'engager dans le maquis en sans doute 1943 et qui va mourir à l'âge de 20 ans, exactement 20 ans, 2 mois et 30 jours, avant la bataille de Montélimar, alors que Paris va être libéré le lendemain, et qui, et c'est ce qui m'intéressait, représente à sa façon toute une jeunesse d'une époque que je n'ai évidemment pas connue, puisque je suis né 13 ans après sa mort, mais que je fais partie de cette génération qui s'est construite à partir de la Shoah, à partir de la compréhension de ce que c'était que la guerre de 1940, d'un film fondateur pour moi qui était Nuit et brouillard, que j'ai vu quand j'étais au lycée, qui a fondé mon engagement politique, qui a fondé aussi une partie de mes rapports à ma famille, et qui m'a aidé à me construire, parce qu'en fait, on est toujours construit sur les ruines d'un passé. Et moi, j'appartiens à justement cette génération qui n'a pas tout à fait vécu 68, j'étais trop jeune, et qui n'a pas non plus connu de conflit majeur. On ne peut pas dire que les années qui ont été post-68 ont été des années vécues de conflits. La guerre du Vietnam, c'était une guerre américaine. Les guerres des Balkans, elles étaient lointaines. Et donc pour moi, la guerre de 1940 restait la guerre fondatrice de ma réflexion. Alors ce jeune homme, j'ai commencé à chercher des choses pour comprendre qui il avait été. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. C'est-à-dire que dans le village, peu de gens s'en souvenaient. Sa cousine, qui avait 93 ans, 15 ans, donc à l'époque où lui il est mort, s'en souvenait un petit peu, mais ce n'était pas des souvenirs très précis. Et j'ai trouvé qu'il y avait une association de mémoire de la résistance qui faisait une sorte de présentation, d'exposition de la résistance à côté. Et je les appelle, je leur parle d'André Chay, ça ne leur dit rien du tout. Et lorsque je vais les voir une semaine plus tard, ils ont trouvé une petite boîte où il y a marqué André. Et dans cette boîte, il y a tout ce qu'on leur a donné d'André Chay. La famille, une vingtaine d'années avant, leur a donné, parce que tout le monde disparaissait, qu'ils ne savaient pas très bien quoi faire de cette boîte, que sinon on allait la jeter. Donc on leur a donné une petite boîte dans laquelle il y avait la carte d'identité d'André, la carte de travail, des photographies envoyées à sa fiancée, une photo de lui dans un cadre avec son frère.
toute une série de petits documents très de petite taille, vraiment minuscules parfois, des planches contact découpées, donc des photographies qui font quelques centimètres de haut. Et j'ai retrouvé le nom de la fiancée. Et cette fiancée, 2 ans après sa mort, s'est remariée et a eu un enfant. J'ai retrouvé la fille donc, de la fiancée d'André Schex. Sa mère était morte 30 ans plus tôt, mais sa mère lui avait laissé aussi une enveloppe consacrée à André. Et c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai retrouvé donc cette boîte et cette enveloppe avec beaucoup de photographies. Et j'ai voulu faire un livre illustré avec ce dont je disposais, c'est-à-dire justement des témoignages de cette époque révolue dans un lieu assez particulier qui est Dieulefit, qui est une de ces villes qu'on appelle ville de Juste, parce qu'ils ont sauvé des centaines de Juifs pendant la guerre. Et puis aussi parce qu'elle a accueilli beaucoup de résistants. C'est une ville dans laquelle on a Pierre-Emmanuel, le poète Pierre-Emmanuel, on a même Segers qui passe là-bas, on a une pianiste qui est Simone Lefébure qui s'y trouve, Elsa Triolet, Aragon vont y passer quelques jours. Il faut savoir que c'est une ville de 3000 habitants et que pendant la guerre, il y en a 4500. Donc il y a une personne sur 3 dans cette ville qui est un étranger. Donc ça fait une histoire à raconter qui est une histoire à la fois de fidélité, disons, à la République, à ses principes, aux traditions protestantes, d'accueil, puisqu'ils ont connu aussi les persécutions sous Louis XIV et que ces persécutions ont duré un certain temps. Et l'alliance entre une tradition protestante, une communauté catholique tolérante, et puis aussi une tradition paysanne vraiment d'accueil, font que ça a été un petit miracle, Dieulefit, un peu comme Chambon-sur-Lignon, mais à la différence de Chambon-sur-Lignon, il n'y a pas eu de rafle, il n'y a pas eu de, voilà, il n'y a jamais eu de, comme les enfants, bon, il n'y a pas eu non plus les enfants d'Isieux, il n'y a pas eu tout ça. Donc ça a été un petit miracle de sérénité malgré la guerre. Au moment où la Wehrmacht décide de faire une intervention, c'est déjà le débarquement, ils ne peuvent pas le faire. Donc Dieulefit a traversé la guerre d'une manière assez unique. Et ça a été une sorte de symbole de la résistance. D'où l'intérêt pour moi de faire ce livre à un moment qui me paraissait judicieux, qui était le centenaire de la mort de ce jeune homme de 20 ans, 80 ans après la fin de la guerre. C'était aussi l'occasion pour moi de m'interroger sur des questions fondamentales qui sont qu'est-ce que soi-même on ferait dans ces situations-là? Qu'est-ce que j'ai fait de mes 20 ans? Comment je peux les comparer aux siens? Comment est-ce que le drame que vit la compagne d'André Schex peut se comparer à d'autres drames que j'ai vécus? Et c'est ça qui m'a un peu guidé. C'est-à-dire c'était une sorte c'était assez facile à réaliser parce que je suivais d'abord des documents, qui étaient des documents photographiques et des documents matériels, comme des tracts, comme des articles, qui se trouvaient dans la boîte, hein, qui sont des choses que j'ai retrouvées. Et puis, j'ai fait un peu de recherche historique et j'ai été beaucoup aidé par plein de gens pour aboutir à un livre dont je suis content parce qu'il est différent de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas une pièce, ce n'est pas de la poésie. C'est un livre dans lequel je n'invente rien. J'imagine lorsque je suis un peu, disons, à court d'informations, je suis forcé d'imaginer. Mais ce n'est pas l'invention, ce n'est pas de la fabulation. C'est juste à partir de ce que je lis, qu'est-ce que je peux déduire. Vous évoquiez tout à l'heure un petit miracle. Est-ce que vous pensez que c'est aussi un petit miracle qui vous a mené sur les traces d'André Schex? Oui, je pense que... Est-ce qu'il y a du hasard ou il n'y a pas de hasard? Sachant que vous étiez sur une autre piste, vous l'évoquiez, un autre roman au départ. Oui, c'était un hasard dirigé, c'est-à-dire qu'à un moment donné... le fait qu'il y ait ce nom sur le mur de ma maison, vraiment, le fait que je le trouve sur le monument aux morts, fait qu'il se passe quelque chose d'intime en soi. On ne peut pas indéfiniment déjeuner sur une petite terrasse avec le nom marqué dans un mur, dont on sait que c'est un résistant qui est mort au combat.
sans se dire qu'est-ce que je vais en faire. On ne peut pas être totalement indifférent. Et le rôle d'un auteur, parfois, c'est d'être un peu le... On n'est pas des historiens, on n'est pas des psychologues, donc tout ce qu'on peut être, c'est des passeurs d'histoire. C'est vrai qu'on attendait votre prochain livre. Ça faisait 4 ans quand même depuis cet énorme succès. Depuis, oui. Oui, mais en tant oui, que... c'est vrai, c'est vrai. vrai. Et 4 ans, c'est vrai qu'on vous connaît sur un registre différent, vous le disiez vous-même, plutôt plus fictionnel, c'est le cas de l'Anomalie. Là, vous le dites, oui, vous êtes sur les traces du passé, de l'histoire, de la résistance, et aussi en lien avec votre propre histoire. Oui. Oui, parce que... il fallait aussi tourner la page de l'Anomalie. Est-ce que ceci explique cela? Ça a été une période où il fallait... L'Anomalie est un phénomène qui m'a dépassé. C'est-à-dire que, clairement, ce n'est pas tellement le succès éditorial du livre, c'est-à-dire le 1,5 million d'exemplaires vendus. Ça, 1,5 million d'exemplaires, effectivement. Oui, c'est un énorme succès. C'est un énorme succès. En poche, maintenant. Oui. Mais ce qui m'a aussi dépassé, c'est le succès à l'étranger, c'est-à-dire le nombre de traductions. C'est normal, le succès appelle le succès. C'est toujours un phénomène d'entraînement, un cercle vertueux ou vicieux, ça dépend de quel point de vue on se place. Justement. C'est un cercle un peu vertueux pour moi, en tout cas, pour le succès de ce livre. Et puis, évidemment, ça a entraîné quand on a près de 50 traductions, ça veut dire que dans beaucoup de langues, les œuvres précédentes sont amenées à reparaître. Donc ça a pris pour moi un certain temps de me remettre, entre guillemets, de ce succès. Mais surtout, j'étais en train d'écrire un autre livre que j'ai interrompu pour écrire celui-là. Là, c'était dans la période plutôt médiévale, enfin 4e siècle, le destin d'une femme. Oui, il avait été abandonné. Je l'ai abandonné pour des raisons... je peux en parler. J'avais l'idée d'un roman qui se passerait au IVe siècle, au moment de la naissance vraiment de l'émergence du christianisme et du basculement de l'Empire romain. Et j'ai interviewé quelques historiennes et historiens, et beaucoup plus d'historiennes, parce que la question qui m'intéressait, c'est celle des femmes à cette période. Quelle est la place qu'elles occupent dans l'Empire, dans la famille, dans la psyché, dans le social. Et je me suis rendu compte en discutant qu'on ne savait pas grand-chose et que ça me laissait un terrain beaucoup trop large de jeu pour être juste. Et je ne voulais pas inventer une femme moderne dans un monde ancien. Anachronique. Anachronique. Ce qui est pourtant le cas de livres que j'adore. Hein. Par exemple, Le nom de la rose, Guillaume de Baskerville, qui est le héros de Umberto Eco. C'est un homme moderne au Moyen-Âge. Et c'est ce qui fait son charme. Il s'appelle de Baskerville parce que c'est un hommage à Sherlock Holmes. Il s'appelle Guillaume pour des raisons qui sont propres à Umberto Eco. Mais fondamentalement, c'est un moderne. C'est quasiment un voltairien dans un monde encore pris dans la glaise du Moyen-Âge. Donc ça, je voulais éviter ça. Et donc j'ai abandonné ce projet que peut-être je reprendrai un jour parce que je trouve quand même que c'est une période extrêmement intéressante et qu'on peut s'amuser avec beaucoup de choses, avec la connaissance cartographique de l'époque, avec l'imaginaire qu'on a des barbares, entre guillemets, c'est-à-dire les tribus de la Hongrie, les tribus wisigothes et ostrogoths qui ne cessent d'importuner les Romains. Donc, on peut faire des choses avec ça. Le niveau technique de l'époque est toujours très intéressant aussi. Et j'y reviendrai. Vous aviez commencé à écrire ? Je vais commencer à prendre beaucoup de notes. Moi, je prends beaucoup de notes avant de commencer à écrire. Vous documentez beaucoup ? Oui, énormément. Aussi, oui. En fait, la documentation, pour moi, c'est la moitié du travail. J'allais dire les 9/10 et la moitié. Parce que... D'ailleurs, certains livres portent des documents. Hein. C'est le cas d'ailleurs de celui à côté de vous, moi et François Mitterrand. Il y a des documents. Il porte des documents. Toutes sortes de documents. Mais là, c'est de la fausse documentation. Oui. Il y a des photos aussi. Et dans l'Anomalie, il y a de la documentation. Oui. Ah oui. Il y a aussi des photographies du New York Times. Je me suis un peu limité parce que ce n'était pas le projet, mais il y a des faux documents. Et les documents, ou en tout cas la documentation, que ce soit le domaine de l'architecture, le domaine de la médecine, amène toujours de la fiction.
À partir du moment où on dit qu'on a un personnage qui est architecte et qu'on sait quel béton il manipule, quelle est la nature du terrain dans lequel il installe des pylônes, et qu'on s'est renseigné auprès d'un architecte, on se rend compte que ce qu'on peut raconter grâce à cette information oriente le livre et permet d'installer le personnage dans une crédibilité qu'il n'a pas avant. C'est une sorte d'effet de réel, quoi. Et j'y crois énormément. Donc je travaille beaucoup les documentations avant de me lancer sur un roman. Ce n'est pas le cas de tous mes travaux, hein. Dans le théâtre, je n'ai pas besoin de documentation, dans la poésie encore moins. Mais dans le roman, j'aime bien être assez documenté sur un sujet sur les sujets que traite le roman avant de me lancer. Et qui plus est dans le récit, puisque c'est un... Et dans le récit. C'est un récit. Dans le récit, ouais. Vous aviez le trac avant de reprendre la plume, quand même? L'angoisse de... L'angoisse... Non, parce oui. qu'il se passe un truc un peu bizarre, mais naturel, c'est que quand on a vendu 1,5 million, on ne peut pas faire mieux. Donc... Et vous savez que vous êtes attendu. Oui, on est attendu, et on est beaucoup plus attendu qu'on ne l'a jamais été auparavant. Il y a une attente critique, il y a une attente du lectorat. Le problème pour un auteur, c'est de ne pas faire le livre sur lequel on l'attend, et de ne pas vouloir faire... Enfin, mon projet n'était pas de faire le retour du fils de l'anomalie. Non, mais l'air de rien, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on a un livre à succès, on est tenté de surfer sur ce succès. La suite. Oui, la suite. J'aurais très volontiers confié le bébé à quelqu'un. Bizarrement. Si un ami m'avait dit je fais la suite, on la fait ensemble, de l'anomalie. J'aurais très bien dit à quelqu'un, si quelqu'un m'avait dit c'est plutôt marrant cette idée de double, et peut-être que tu ne l'as pas complètement exploité, ce qui est vrai, je ne l'ai pas complètement exploité, c'est un livre assez court relativement aux propos, ça pourrait être beaucoup plus long. Si quelqu'un m'avait proposé de le poursuivre, on aurait regardé à deux. Ça peut être toujours le cas. Ça peut être toujours le cas. Ça m'aurait amusé, ça m'aurait vraiment amusé de regarder ce qu'on peut faire. Voilà. S'il y a un auteur qui nous écoute. Ce n'était pas une impossibilité, c'est-à-dire, ça ne me dérange pas qu'on fasse Monsieur Bovary. Oui, il y a un truc comme ça dans l'affaire. Donc, l'idée de poursuivre ne me dérangeait pas. Mais en revanche, oui, il y a une attente. Et je pense que pour un auteur, ce n'est pas très sain de répondre à une attente supposée. Parce que d'abord, elle est supposée, tout comme le lecteur est implicite. Vous voyez, on dit toujours qu'on a un lecteur implicite, c'est-à-dire un lecteur qu'on imagine exister. Mais c'est un peu comme la famille de 1,7 enfants. Il n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, il faut faire ailleurs. Alors, je vous propose la deuxième partie de cette émission. C'est le moment où je m'éclipse. Je vous laisse seul face à 4 mots que je vous propose. À vous de nous les commenter. Entendu? Oui. À tout de suite. Vous, l'homme des mots et des chiffres aussi, puisque vous êtes mathématicien de formation, je vous propose un mot plutôt des syllabes. Oulipo. Ça vous fait sourire. Oui. Expliquez-nous. Oulipo, c'est un acronyme, donc c'est Ouvreur de littérature potentielle. C'est un groupe littéraire auquel j'appartiens, comme dirait Georges Perec. Chacun des mots, ouvreur, littérature et potentiel, mérite d'être un petit peu explicité. Mais avant de faire ça, je vais dire depuis quand il existe. Depuis 1960, il a été fondé par Raymond Queneau et François Le Lyonnais. Il a regroupé au début 10 hommes, 10 écrivains, mathématiciens. Et puis peu à peu, il a coopté d'autres membres. Aujourd'hui, c'est un groupe qui comporte 41 membres, dont plus de la moitié sont décédés. Notre formule pour décéder, c'est « excusé pour cause de décès ». Mais les membres qui sont décédés, qui vont de Italo Calvino, en passant par évidemment Raymond Queneau, Georges Perec, Jacques Bins, je vais en oublier, Marcel Duchamp, sont encore des membres actifs du groupe, puisque beaucoup de nos travaux s'inspirent ou sont influencés par leurs œuvres.
Ouvroir, ça veut dire que c'est un endroit où on travaille collectivement. C'est-à-dire que c'est une sorte d'atelier, à la fois individuel et collectif, dans lequel chacun se retrouve pour présenter à la fois ses travaux et pour parfois élaborer ensemble des choses nouvelles. Potentiel, pour prendre le dernier mot, c'est la potentialité selon nous, c'est-à-dire un peu comme l'énergie potentielle. Vous savez, dans l'énergie potentielle, on met une bille en haut d'un plan incliné, on exprime sur elle une petite pichenette et l'énergie potentielle qu'elle contient va s'exprimer en tombant le long du plan incliné. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on applique sur la langue une pression. Cette pression peut être extrêmement diverse. C'est ce que nous, on appelle la contrainte ou la structure, mais ça va donner quelque chose de neuf par rapport à ce que dirait simplement le flux de parole. Par exemple, si on s'impose d'écrire des alexandrins rimés avec des rimes embrassées, avec 2 quatrains et 2 tercets, on va obtenir un sonnet. Voilà, c'est une pichenette sur la langue qui donne ceci. Si on s'impose d'écrire sans la lettre E, on va obtenir la disparition de Georges Perec. Voilà, Oui, le roman très La connu. disparition de Georges Perec. Avec ce E qui disparaît pendant tout le roman. Exactement. Alors évidemment, vous faites référence à la disparition de ce fameux E dans le roman de Georges Perec. Pour vous, quelle a été la contrainte pour l'anomalie ? Pour l'anomalie, toutes les contraintes ont été masquées. Il y en a plusieurs, elles ont toutes été masquées. Il y en a qui sont visibles néanmoins, hein, comme par exemple le fait que j'applique à chacun des personnages, qui est un personnage emblématique, un genre différent. Ça peut être le genre du polar, ça peut être le roman introspectif, ça peut être la comédie romantique, ça peut être le drame ou le roman science-fiction. Et donc chacun des personnages est associé à un style, et ce style est un style littéraire. Mais il y a aussi bien sûr un travail sur les incipits des chapitres. Chaque début de chapitre, en tout cas dans la première partie, puisqu'il y a 3 parties, est emprunté à un autre roman dont j'ai intégralement déplacé la totalité des termes pour en faire autre chose. Il faudrait montrer chapitre par chapitre, mais c'est complètement masqué, c'est-à-dire que personne ne peut s'en rendre compte à part moi. C'est un jeu parce que ça me permet de commencer d'une manière dont j'ai absolument pas prévu de commencer, et ça m'oriente d'une manière telle que je ne peux pas suivre le premier jet. Ça m'intéresse beaucoup de ne pas suivre mon premier jet, d'être corrigé, d'être altéré par une contrainte. Bon, il y a d'autres contraintes dans l'anomalie, mais j'ai préféré les masquer parce que je pense que quand un roman est un tout petit peu expérimental, ça peut faire peur à des lecteurs, alors que le roman lui-même, dans sa forme finale, est un roman parfaitement lisible et parfaitement agréable à lire a priori. C'est ce qu'on a envie de faire quand on écrit un livre. Comme disait Raymond Queneau, on n'écrit pas pour emmerder le monde. Et parfois, l'expérimentalité peut donner l'impression que c'est rebutant. Or, ça n'est jamais le cas. Un roman expérimental peut être un roman parfaitement fascinant et intéressant et lisible de bout en bout, comme une barque dans laquelle on monte et avec un auteur qui vous emmène du début du rivage jusqu'à traverser la rivière. Et c'est ça mon projet. Et comment vous expliquez la fin avec de l'anomalie, avec une calligraphie particulière, Voilà. Alors la fin de l'anomalie, effectivement... ça fait partie des contraintes que vous étiez imposées ou... Alors ça fait partie de ces fins qu'on trouve avant même d'avoir fini le livre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça m'est jamais arrivé d'ailleurs une autre fois, un ami me disait « mais comment se finit ton livre ?» Et je n'avais pas la réponse. Et j'ai commencé à élaborer devant lui ce qui est devenu la fin. C'est-à-dire le parallélisme entre la fin du monde, la fin du roman, la disparition des éléments du monde, comme dans une photographie, on voit disparaître les pixels les uns après les autres. Là, je faisais disparaître les mots qui décrivaient le monde. La fin du roman est une description du monde, prise dans un sablier. D'ailleurs, la forme du sablier est respectée. Et je laisse les lettres présentes dans d'autres mots, dans l'ordre qu'il m'a semblé intéressant de conserver. C'est-à-dire qu'il y a le mot « être », il y a le mot « avoir », il y a le mot « ulcération » qui est un
une série de poèmes de Georges Perec, utilisant uniquement les 11 premières lettres de l'alphabet. Et puis ça se termine par le mot fin, mais surtout ça se termine par le mot sable fin. Sable fin, oui. Sable fin. Donc c'est les granularités du temps, etc. Et pour moi, tout ceci appartient à un texte, qui est un texte que j'ai caché et détruit, et qui est le texte dans lequel se placent ces lettres à différents moments. Ce texte est une longue description du monde. Mais c'est pour moi, et comme c'était traduit dans beaucoup de langues, chacune des langues a dû refaire ce travail. Et chacun des traducteurs a dû élaborer dans son dialecte quelque chose qui ressemble au projet que j'avais. C'est ce qui m'intéressait. Avec le mot end, fin, j'imagine, pour les versions anglaises, anglo-saxonnes. End pour l'anglais, ende pour l'allemand. Ouais. Pour le russe, on a pris kaniets, qui veut dire fin, mais yetz, ça fait etc. Donc, il y a plein de possibilités ouvertes. C'est un jeu, vraiment pour le traducteur, de s'essayer à retrouver l'esprit. Le but n'est pas de retrouver... il y a toujours de la perte dans la traduction. Mais cette perte peut être aussi un gain, parce que si le traducteur, comme tous mes traducteurs sont de bons traducteurs, a priori, il trouve une solution qui est une solution aussi riche que la mienne. Pas de contrainte oulipienne pour votre dernier ouvrage ? Non, pas de contrainte oulipienne. Il y a une contrainte, comme tous les livres, qui est celle de respecter l'intégralité des documents dont je disposais, de faire une sélection intérieure et de suivre un projet qui se décline par des chapitres qui, pour chacun, ont un thème très particulier et qui ne sont pas des thèmes narratifs, mais qui sont des thèmes, disons, discursifs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et comme c'est un livre qui parle de l'histoire, il y a des chapitres entiers consacrés à des périodes historiques et qui ne parlent même pas du sujet du livre lui-même, où j'y échappe et où il revient à l'intérieur comme André Schex, mon personnage, revient comme des gousses d'ail dans l'histoire beaucoup plus vaste du monde de cette période, mais il n'apparaît qu'en filigrane, comme la plupart d'entre nous n'apparaissent qu'en filigrane dans l'histoire d'un siècle. Comme des gousses d'ail. Oui. Tiens, je vous propose... un gigot. Oui. Je vous propose le deuxième mot, le mot humour. Humour. Il y a une définition que j'aime beaucoup, c'est quand on rit quand même. C'est une définition d'un Allemand, je crois que c'est Birnbaum, qui dit wenn man trotzdem lacht. L'humour apparaît à partir du 19e. Auparavant, il y a du comique, il y a du burlesque, il y a une forme d'humour, mais elle s'accentue avec des apports du rapport anglo-saxon au monde, du rapport aussi distancié, dans lequel, lorsqu'on se moque, on se met dans le tableau soi-même. Freud raconte l'histoire d'un condamné à mort qu'on réveille le matin parce qu'on va l'emmener à la guillotine ou à la pendaison, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, il est sur une sorte de... Il est sur son lit, et c'est un lit dans lequel il y a deux lits, un lit superposé. Il se lève de sa paillasse, et quand il se lève, il se cogne contre le lit du dessus. Et ce premier mot, c'est « la journée commence bien ». Pour moi, c'est ça l'humour, c'est-à-dire qu'on est tous dans une finitude qui va de la naissance à la mort, et dans cette finitude, on a un rapport qui nous permet néanmoins de rire et de sourire. Et l'humour, c'est rire de soi aussi, c'est quand on rit quand même. Humour, politesse du désespoir. Je rappelle que vous avez été Grand Prix de l'humour noir en 2013. Oui. Prix que vous avez obtenu pour la traduction factice des contes liquides. Oui, j'ai inventé un personnage qui s'appelait Jaime Montestrella, qui est un écrivain portugais qui revient en France et qui écrit ses contes liquides jusqu'en 75, de 69 à 75, et qui m'intéressait parce que c'est un de mes seuls textes dans lequel je ne fais jamais de jeu de mots, parce que c'est un portugais. Donc je travaille uniquement sur un humour de situation, un humour qui se passe finalement du jeu de langue. Et ça m'intéressait à écrire, parce qu'on travaille très très différemment que lorsqu'on travaille dans sa langue maternelle. Pour moi, je travaille dans du portugais traduit. Donc, Jaime Montestrella
racontait des petits contes. Et j'ai écrit un livre qui s'appelait Contes liquides, qui était un hommage à Jacques Sternberg, qui est un de mes auteurs fétiches de mon adolescence. Et Sternberg, ça se traduit en portugais par Monte Estrela. Monte Estrela, mont étoile, comme Sternberg, montagne de l'étoile. Et j'aimais beaucoup Sternberg. Il avait écrit un livre qui s'appelait Les Contes glacés, qui avait été illustré par Roland Topor. Et ce livre m'avait vraiment beaucoup marqué. J'avais commencé à écrire, peut-être même à l'âge de 14-15 ans, en m'inspirant des contes liquides de Sternberg, des contes glacés de Sternberg. Glacés. Glacés. Et donc, je les ai fait fondre Voilà. pour écrire les contes liquides. Les contes liquides. Beaucoup de jeux de mots dans votre œuvre. Je pensais aussi à Kierkegaard et l'humour. Ou Sioran. Et Sioran. Un peu de... Ou Nietzsche. Ou Nietzsche. Les existentialistes. Allez, je vous propose un troisième mot qui résonne un peu avec tout ce que vous venez de nous dire. Le mot vanité. Vanitas vanitatis. Oui, alors évidemment. Pour moi, vanité, c'est... Qu'on rencontre dans votre œuvre, je crois, à chaque fois. Oui, à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai lu à l'âge de 15 ans ou 14 ans l'Ecclésiaste, et je l'ai lu d'une manière un peu bizarre, c'est-à-dire que je l'ai lu non pas en lisant la Bible, mais je l'ai lu en lisant Fahrenheit 451. Dans Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, qui, je le rappelle, est l'histoire de ces hommes dans un monde dans lequel le livre est condamné à être brûlé, ces hommes qui sont des hommes libres et qui s'exilent dans la forêt, chacun d'entre eux connaissant par cœur un livre, qui peut être aussi bien le dictionnaire philosophique de Voltaire que Demande à la poussière de Fante, enfin toute une série de livres qu'ils ont appris par cœur de manière à pouvoir les transmettre à des générations futures le jour où il faudra revenir au livre pour redevenir civilisé. Dans ce monde donc, où la civilisation disparaît parce que le livre est interdit, il y a un livre qui est l'Ecclésiaste que le héros apprend pour pouvoir le retenir et le transmettre. Et dans l'Ecclésiaste, évidemment, qui, à mon avis, est un des plus beaux poèmes, non seulement de la Bible, mais de la littérature antique en général, et peut-être même contemporaine, c'est cette idée de vanité, des vanités, vanitas vanitatum, mais qui, en fait, se disait Havel Havelim, c'est-à-dire, Havel, ça voulait dire non pas vanité, mais c'est le petit souffle que fait le vent dans le sable et qui soulève un tout petit tourbillon de poussière. Donc, Havel Havelim, ça veut dire petit souffle des petits souffles. Donc, c'est vraiment rien de rien. Et la traduction par vanité des vanités, on voit que c'est intéressant, mais malheureusement, le mot vain disparaît un petit peu en français parce que la vanité, c'est devenu autre chose, c'est devenu une sorte de synonyme de prétention, alors que la vanité, c'est le fait que les choses soient vaines. Et donc, je préfère Havel Havelim même comme mot. Dans la Bible des écrivains qui a été publiée par Bayard et dont l'Ecclésiaste Qoéleth est traduit par Jacques Roubaud, sous la direction de Frédéric Boyer, c'est ce que privilégie comme traduction Jacques. Jacques dit que, comme c'est difficile de traduire Vanitas Vanitatum, il décide de traduire par Havel Havelim. Et je trouve que c'est un bon choix, c'est-à-dire c'est un choix qui respecte l'esprit, mais il faut une petite glose pour expliquer ce que ça signifie. Sinon, oui, la vanité, c'est quelque chose qui m'habite, c'est-à-dire j'ai l'impression que beaucoup de choses sont vaines. Oui, effectivement, j'ai cette notion de finitude qui est vraiment très, très inscrite en moi. Et comme la vie est courte, je ne sais plus qui disait que la vieillesse était non seulement un naufrage, mais un sauvetage, parce que dans le temps qui nous reste, il faut faire le maximum de choses intéressantes. Donc le fait que les choses soient vaines, c'est peut-être une chance, contradictoirement. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses deviennent de plus en plus vaines ? Vous savez, quand les choses le sont, elles le sont de plus en plus. Mais sablier s'accélère, que le temps change, le monde change. Ça, le monde change, mais je pense qu'on est face à un changement de paradigme. Autant de génération en génération, tout le monde a dit les choses sont toujours les mêmes. C'est ce que dit d'ailleurs le Qoéleth, rien de nouveau sous le soleil.
Là, je pense qu'il y a une chose nouvelle sous le soleil, peut-être même deux d'ailleurs, et qui n'ont jamais été jusqu'à présent aussi nettes, et qui se résument en fait à la même chose, c'est le danger de notre extinction. Jamais, je pense, jamais l'humanité n'a été face au danger de l'extinction. Et là, c'est le cas. Jamais on a pensé, peut-être à l'époque de l'an 1000, à des moments millénaristes et catastrophistes, apocalyptiques, qu'on allait s'éteindre. Là, on n'est pas dans une période apocalyptique. On est dans une période dans laquelle la diversité s'éteint, dans laquelle le climat change d'une manière radicale et dans laquelle les mutations vont être telles qu'il est possible, si personne ne fait rien, que l'humanité disparaisse, ou en tout cas la civilisation. La planète survivra, puisque la planète est là depuis 5 milliards d'années, la vie depuis 4 milliards, donc d'autres espèces émergeront, mais en tant qu'espèce, on est vraiment menacé par les bouleversements. Donc ça, c'est une nouveauté. Et la deuxième, c'est l'arrivée des IA, des intelligences artificielles, dont on n'a pas encore pris la mesure. C'est la première fois que l'homme est à la base de la création d'une intelligence qui va le surpasser. Ça n'est jamais arrivé. Donc on a deux moments qui fait que l'idée que rien de nouveau sous le soleil est un peu faux. Il y a des choses nouvelles et elles ne sont pas du tout rassurantes. Je vous le dis, le danger réel de la disparition de l'espèce et l'arrivée d'une nouvelle espèce peut-être qui serait mécanique, électronique, virtuelle et qui pourrait bien nous supplanter. Ça, c'est neuf. Supérieur à l'homme. Mais Oui. néanmoins, ça me conduit vers mon dernier mot pour vous. Y a-t-il de l'espérance? Espérance. Le pire des mots, écrivez-vous dans l'anomalie. C'est pas moi qui le dis, hein. Non, je sais bien. C'est le mythe de Prométhée, hein. Page 371, mais Oui. vous le reprenez. Oui, je reprends. Espérance. C'est Elpis, en grec c'est Elpis. Dans le mythe de Prométhée, vous vous souvenez, lorsque Pandore, on lui confie une vasque, le vase de Pandore, et qu'elle ouvre la vasque, tous les maux de l'humanité s'échappent, la famine, la guerre, mais il en reste un qu'elle réussit à refermer rapidement, et c'est le pire de tous, c'est l'espérance, c'est Elpis, l'espoir. Alors comment est-ce que... Est-ce que c'est la même chose? Alors, Pas tout à fait, l'espoir et l'espérance. franchement, c'est vraiment une terminologie très très proche l'une de l'autre. Ça peut bifurquer, mais il y a une notion qui effectivement peut être un peu liée à la foi, une deuxième qui est liée à l'humanité en tant que telle. Mais pour moi, c'est le même mot, hein. L'hypothèse qui est évoquée essentiellement dans l'anomalie, la simulation, Oui. l'illusion, Oui. c'est celle qui vous convient? Elle ne me convient pas du tout, hein. Mais c'est Elle ne me convient pas du tout. C'est une hypothèse plausible. plausible. C'est une hypothèse plausible. Expliquer extrêmement simplement, ça dit ceci. Un jour ou l'autre, l'homme sera capable de créer, ou peut-être les machines seront capables de créer, des intelligences très supérieures, capables de simuler des existences. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des mondes virtuels, on a des méta qui se préparent, mais on n'est qu'au début de la chose. Un jour, peut-être qu'on pourra mettre un casque ou mettre une combinaison et vivre dans un monde entièrement virtuel où nous aurons des sensations, où nous verrons des choses, entendrons des choses, sentirons des choses qui seront toutes fausses, toutes simulées. Bon, un jour peut-être. L'hypothèse que fait mon philosophe, Nick Bostrom, qui est un philosophe réel, hein, qui existe, qui vient de sortir un nouveau livre, là, ce que dit Nick, c'est que peut-être que c'est déjà arrivé que nous sommes dans cette simulation. C'est une sorte de renversement du paradigme. Au lieu de dire que ça va arriver, c'est dire que c'est arrivé et qu'en fait, nous sommes simulés. Et nous n'avons aucun moyen de vérifier que nous ne le sommes pas. J'espère que c'est faux, hein. Mais c'est, disons, intellectuellement stimulant. C'est fictionnellement extrêmement intéressant à utiliser dans un roman, parce que c'est une sorte de métaphore du roman. C'est pour ça que ça m'intéressait, hein, parce que finalement, les romans sont des simulations. Les romans sont rien d'autre qu'une petite bulle de virtualité dans laquelle on propose au lecteur d'entrer et dans laquelle il accepte de pénétrer en acceptant que tout est faux, ce que disait Coleridge, cette acceptation volontaire du fait de ne pas croire. Et
que propose Nick Bostrom et sa théorie de la simulation, c'est la même chose. C'est-à-dire, peut-être que nous sommes dans un immense roman dont nous sommes les personnages inconscients. Moi, ça m'amuse, mais ça ne change rien au fait qu'il y a des choses à faire. C'est-à-dire que même si la planète est simulée, elle se réchauffe de manière simulée et les programmes que nous sommes peuvent mourir dans un monde virtuel, si c'est une simulation. Donc, ça ne change rien, en même temps, c'est stimulant. Voilà. Ça fait longtemps que vous avez cette idée, cette vision de la vie, de la création Oui, ça fait un bon bout de temps. Je pense que j'ai cette idée qui s'élabore avant depuis l'émergence de l'intelligence artificielle. Oh oui, oui. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que cette idée de l'IA existe depuis Philippe K. Dick, vraiment formulée dans les romans. Et je n'ai pas l'impression d'être né dans un monde dans lequel c'était absent. Je n'ai pas l'impression d'avoir inventé grand-chose ou d'avoir découvert grand-chose au cours de mon existence. J'ai l'impression que c'était déjà présent dans plein de livres que j'avais pu lire quand j'étais adolescent. Donc après, ça a un peu maturé, ça a évidemment travaillé comme sujet de fiction, comme sujet de narration, mais j'ai l'impression que j'ai toujours eu cette sensation qu'on pouvait à la fois faire au niveau romanesque quelque chose avec, mais que simultanément pour moi c'était parlant. Quant à savoir si ma propre vision du monde est noire, entre guillemets, depuis longtemps, oui, ça fait un bon bout de temps que j'ai une vision assez noire de l'existence et de l'espérance. Oui. Mais c'est pas un noir terrifiant. C'est-à-dire que, par exemple, la mort me fait justement pas du tout peur. Ce qui m'ennuie, c'est le vieillissement. Ce qui m'ennuie, c'est la douleur qui est liée sans doute aux derniers instants. Mais ça, c'est une autre question. J'ai pas de terreur vis-à-vis de cette finitude. La finitude d'un programme. Un programme ou d'un être vivant évoqué dans réellement. votre livre, l'anomalie, oui, oui. d'une certaine façon. Mais un programme avec un déterminisme, tout est déjà écrit. Non, je crois que. Mais même. Parce que pour tout ça, il faudrait un grand ordonnateur. C'est pas la peine. Non. Non. Elle s'auto-alimente comme l'intelligence artificielle. Oui, bien sûr. Nous sommes dans. Imaginons que nous sommes des êtres biologiques. C'est facile à dire, facile à penser, puisque nous sommes des êtres biologiques a priori. Ces êtres biologiques sont des êtres biologiques qui ont un programme. Nous avons un programme qui est déjà notre code génétique. Notre code génétique, on dira ce qu'on veut, il détermine beaucoup de choses chez nous. Notre taille, notre futur poids, une série de maladies potentielles que nous pouvons avoir, notre sexe, toute une série de choses qui sont vraiment prédéterminées. Après, il n'y a pas de déterminisme. C'est quand même très compliqué de savoir comment 3 corps se disposent dans l'espace. Alors on imagine bien combien c'est compliqué de savoir comment des milliards d'êtres vivants vont interagir les uns avec les autres sur la planète, comment une abeille peut à un moment donné transformer l'intégralité du cours de l'histoire, ça peut arriver. Donc c'est trop chaotique pour qu'on puisse prévoir. Mais même un système virtuel qui sera un système de simulation ne fonctionnerait pas sur un déterminisme. Il fonctionnerait sur un déterminisme à court terme. C'est-à-dire, on peut déduire dans la millième de seconde suivante ce qui s'est passé à partir de la millième de seconde précédente. Mais sur le long terme, on ne sait pas. Donc il faudra que tout se déroule simultanément dans un système pour qu'il avance. C'est donc du chaotique plutôt que du déterminisme. Je ne crois pas du tout au déterminisme. Je crois que rien n'est joué. Heureusement, parce que sinon, ça servirait à rien d'agir. Un peu d'espérance pour finir. Pardon ? Un peu d'espérance, un peu d'espoir. Non, ça ne servirait à rien d'agir si... Ouais. Voilà. Allez, je reviens auprès de vous pour conclure cette émission. À tout de suite, Hervé Le Tellier. À tout de suite. Hervé Le Tellier, je suis de nouveau en face de vous. Comment avez-vous vécu ce moment ? Cette heure à vous parler, mais très bien. Très bien. Parmi ces 4 mots, lequel vous a le plus plu ou intéressé ? Alors, humour. Humour. Et je veux dire pourquoi. Parce que je pense que c'est une des... je pense qu'il se connecte avec tous les autres. Et s'il devait être à la... Il y avait le mot Oulipo. Oulipo aime bien l'humour. Il y avait le mot espoir. Et une des manières... Espérance. 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 Et une des manières de
de réagir face à l'espoir, c'est aussi, et au désespoir, c'est l'humour. Et le troisième, c'était... et le quatrième, c'était? Espérance, c'était le dernier. Il y avait 3 mots? Non, il y en avait 4. Et c'était quoi le Le quatrième? troisième, vanité. Et vanité, voilà. Et donc, et vanité. Et donc, vanité aussi allait avec l'humour. C'est-à-dire que ça fait partie de ces... ce mot est au centre, à mon avis, une sorte de triptyque avec laquelle l'humour a une réponse à tout ça. Oui, le monde est vain, donc il faut de l'humour. L'espoir, l'humour permet de le relativiser. Et l'Oulipo est un groupe dans lequel, c'est un groupe d'amis, c'est un groupe d'écrivains, dans lequel la dimension humoristique, parfois, est importante. Donc c'est pour ça qu'il est plutôt au centre. Et puis, j'aime bien... D'abord, on est dans la langue de Molière. Et la langue de Molière, c'est celle du rire, et de la comédie, et de la moquerie des mœurs de l'époque. Et donc, on est dans une langue qui favorise l'humour. Pas toujours. Racine aussi. Je préfère Molière à Racine. Vous préférez Molière. On va conclure sur ce mot humour. De l'humour dans ce dernier roman, récit que vous nous proposez, Le nom sur le mur, qui paraît dans quelques jours, donc, chez Gallimard. Oui, il y en a un petit peu. Un petit peu moins que d'habitude. Bon, il y en a un petit peu moins, parce que mourir à 20 ans, de fait, ça ne fait pas rire grand monde. Ouais. Mais en même temps, on ne peut pas considérer non plus que lorsqu'on a 20 ans, c'est triste. Donc, je pense que dans cette mort à 20 ans, ce qu'il faut retenir aussi, c'est 20 ans. Et c'est un bel âge. C'est sans doute pas un bel âge pour mourir, mais c'est un âge dans lequel on doit rire. Et donc, j'essaye aussi de... Je lui raconte des blagues, par exemple, qu'il ne connaît pas forcément. Et donc, j'essaye de ne pas entrer dans le pathos de cette idée que la mort à 20 ans, c'est uniquement une tragédie. C'est aussi une manière de rester vivant et d'avoir toujours 20 ans. Comme disait aussi, ça me fait penser à Charles Aznavour un petit peu, forcément. Oui, bien sûr. Merci infiniment, Merci Hervé à vous. Letellier. Comme d'habitude, vous pouvez revoir cette émission Lumière intérieure avec Hervé Letellier sur keteotv.com. À très vite. Au revoir. Merci.